Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour et bienvenue dans les podcasts Rustica. Maître de conférences et chercheur en sciences politiques à l'Université de Lille, Grégory Derville traite notamment des politiques environnementales et des relations entre écologie et politique. Il met la durabilité de façon ambitieuse au centre des enjeux actuels et aborde la permaculture comme faisant partie des solutions pour une transition écologique réussie. Rustica vous propose de l'écouter dans ce nouveau podcast. Tout le monde connaît la définition du développement durable, satisfaire les besoins des générations d'aujourd'hui sans empêcher les générations futures de satisfaire les leurs. En gros, c'est ça, qui est une définition qui a énormément de défauts théoriques qui font qu'en fait, elle est totalement foireuse pour plein de raisons. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Donc j'ai une autre définition qui est, à mon avis, beaucoup plus basique et beaucoup plus perturbante et qui nous est stimulante. Qu'est-ce qui est durable ? C'est ce qui est généralisable dans le temps et dans l'espace. Donc dans le temps, ça veut dire pas juste pour notre génération, celle de nos enfants ou de nos petits-enfants. En général, il faut être honnête, c'est à ça qu'on pense. Quand on pense qu'est-ce qu'on fait de durable, on se dit qu'est-ce qu'on fait qui permettrait à nos enfants de vivre dans des conditions correctes, nos petits-enfants. On ne pense pas beaucoup plus loin. Et en général, ce à quoi on pense quand on parle de durabilité, en tout cas les politiques publiques, les gouvernants, les grandes entreprises, etc., c'est généralisable pour quelques centaines de millions de happy few occidentaux. Pas beaucoup plus. Le moteur électrique, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, mon idée, c'est que si ce qui est durable, c'est ce qu'on pourrait généraliser à toute la planète et pour, comme j'aime bien dire, les siècles des siècles, en fait, on se rend compte que la quasi-totalité de ce qui fait la modernité n'est pas durable, n'est pas tenable, ne pourra pas durer. Donc, soit ça veut dire qu'on accepte que ce qu'on appelle durable ne pourra pas être généralisé dans 2-3 générations, donc en gros, on se fout des gens qui viennent plus tard, soit on accepte que ça ne puisse pas être généralisé à toute la planète, donc on se le réserve, donc on s'en fout des autres, de nos prochains qui sont loin en fait, et en général c'est les deux. Mais dès lors qu'on a bien intégré cette exigence de durabilité de manière très ambitieuse, normalement, on se rend compte à quel point des changements très très radicaux sont indispensables. Et donc la permaculture et les principes de permaculture, vous allez voir, nous donnent un certain nombre de pistes pour ça. Donc à partir de maintenant, c'est là où on va simplement en 2-3 secondes à chaque fois, c'est le type d'image que je commente. Là, c'est sur les efforts à faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est sur le fait qu'en fait, on en a des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'intégralité de notre mode de vie qu'il va falloir transformer profondément. Il ne suffira pas de dire j'arrête l'avion, la voiture et la viande, par exemple. Même ça, on est au milieu ou au tiers du gué, par exemple. Ça, c'est sur l'idée de la justice environnementale, la justice climatique, l'idée que il va falloir ratiboiser le niveau de vie de ceux qui sont très riches et pas les hyper riches. Ça, c'est la corrélation entre PIB et émissions de gaz à effet de serre qui est parfaite quasiment et qui montre qu'on ne sait pas produire de la richesse sans émettre des gaz à effet de serre dans la société industrielle. On ne sait pas faire. Donc ça veut dire que si on veut les diminuer, il va falloir diminuer très très fortement le PIB. Pour vous donner une idée, si on estime pour être en ligne avec les accords de Paris, qui sont très insuffisants, il faudrait programmer pour les 30 prochaines années une baisse du PIB en France chaque année de 2,5 à 3%. Vous imaginez 2,5 à 3% par an de récession pendant 30 ans. Bon, inutile de vous dire, vous les voyez les gilets jaunes là ? Inutile de vous dire que le système de santé, le système de retraite, l'éducation nationale, tout ça explose joyeusement et qu'on n'a pas l'ombre du début de l'amorce de l'ébauche d'un plan B pour l'instant. C'est pour ça que vraiment ce dont je vais vous parler après est essentiel. Ça, c'est la notion de pic pétrolier. Ça, c'est la notion d'esclave énergétique. À la limite, là, je vous donne juste quelques termes. Si vous voulez m'interroger là-dessus tout à l'heure dans la discussion, on pourra. Là, c'est l'idée que sans pétrole, en fait, tout s'arrête. Le pétrole, c'est le sang de l'économie. Donc, d'enlever le pétrole dans une économie comme l'économie française, elle est totalement comme un cycliste à pied. Là, c'est la notion de pic pétrolier dont on sait qu'il est en train d'être passé, voire il a déjà été passé pour le pic pétrolier, pour le pétrole conventionnel. Bon, là, c'est l'idée qu'on n'en découvre quasiment plus par rapport à ce qu'on consomme. Donc, de toute façon, le tarissement, il est devant nous. Ça, c'est la notion d'énergie nette qui fait que les gisements qui restent sont profonds, difficiles à aller chercher, coûteux, etc. Donc, c'est le pétrole qui reste à aller chercher est beaucoup moins performant que celui qu'on a déjà sorti de terre. Ça, vous imaginez la réponse à ces questions. C'est en gros,
Ça, c'est sur les échelles de grandeur de l'énergie fossile qu'il faudrait remplacer par de l'électrique, s'il fallait décarboner à usage constant d'énergie, ce qui est une pure folie et totalement inimaginable. Et puis, voilà, celui-là, on peut le passer. Et puis ça, c'est quelques graphiques que je pourrais commenter, si vous voulez, après, sur le... Il va nous permettre d'aller jusqu'à l'image de Tintin, en fait, tout de suite. C'est toute une série d'arguments que si vous voulez, j'y reviens tout à l'heure, pour dire qu'en réalité, ce qui est présenté aujourd'hui comme l'alpha et l'oméga des politiques environnementales et de préservation du climat et de l'écologique, etc., n'est, de mon point de vue, et donc en gros tous mes arguments, je les ai zappés là, ils prennent plusieurs heures en cours, ça n'est qu'une chimère en fait, ça n'est qu'une illusion pure et simple pour plein de raisons matérielles en fait. C'est pas une question d'argent. C'est pas parce qu'il y a des lobbies qui empêchent de faire les choses, c'est pas parce qu'on manque d'argent, c'est tout simplement parce que matériellement, on n'aura pas les matières premières pour le faire, purement et simplement. Et donc, ça nous amène à l'idée que, c'est l'image suivante, qu'en fait, il va falloir absolument mettre en œuvre des solutions qui ne seront pas du tout high-tech, mais qui seront au contraire low-tech, dans l'esprit de la permaculture, vous allez voir, et qui du coup sont évidemment beaucoup, beaucoup moins performantes individuellement, par unité installée, mais dont la durabilité est assez claire, à très longue échelle. Donc là, vous avez quelques exemples. Le lave-linge à pédale en haut à gauche, que j'aime beaucoup, qui permet de faire du sport tout en faisant une lessive. La faux, évidemment, moi, il m'est arrivé régulièrement de faucher à la main, de couper du bois à la main, etc. La notion d'esclave énergétique, à chaque fois, on la touche du doigt, hein, concrètement. Voilà. Alors, on va passer dans le vif du sujet avec l'image d'après, qui vous propose la définition de la permaculture. Alors, je donne beaucoup de formations à la permaculture et au jardinage permaculturel. Et habituellement, beaucoup de gens, au tout début, s'attendent à ce que la permaculture, ce soit du jardin, plus précisément une technique de jardinage, et plus précisément encore une technique de jardinage, en gros, facile, un peu pour paresseux, super productive, naturelle, etc. En gros, c'est le Graal, quoi. Le Graal des jardiniers. Souvent, on me dit « Ah, tu fais de la permaculture », comme si la permaculture était une technique. Or, la permaculture, telle qu'elle a été imaginée, conçue par ses fondateurs, c'est dans les années 70 en Australie, qui se sont appuyés sur beaucoup d'autres auteurs plus anciens, donc Bill Mollison, David Holmgren, ces deux auteurs, qui étaient biologistes, un prof et un thésard, et son thésard, en fait, ils ont essayé de réfléchir à d'abord une technique de recherche, une technique de production agricole qui soit vraiment durable, et très très vite, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était l'intégralité des systèmes industriels et occidentaux qu'il fallait repenser, pas juste l'agriculture. Et donc, très vite, ils ont compris qu'en fait, la permaculture ne devait pas être une technique, mais devait être une philosophie, déjà, une science, c'est-à-dire un ensemble de concepts. Si vous connaissez un petit peu déjà la permaculture, vous avez entendu des notions comme la notion de zone, la notion de secteur, enfin, des termes comme ça, qui sont propres à la réflexion permaculturelle, et une méthode. Troisièmement, c'est une méthode, la permaculture, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le design permaculturel, une méthode de conception d'écosystèmes habités. Alors ça peut être une maison, un jardin, une ferme, une école, un éco-hameau, enfin bon, peu importe, un écosystème habité. Donc une méthode de conception de ces écosystèmes habités qui soit inspirée d'un certain nombre de principes de fonctionnement de la nature, je vais vous en présenter quelques-uns, et qui du coup, comme il respecte ces principes de fonctionnement universels des écosystèmes et de la nature, du coup, il y a beaucoup plus de chances pour que ces écosystèmes habités soient, comme la nature, productifs, résilients face à des événements météo, par exemple, durables, beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus beaux la plupart du temps aussi. Enfin, vous voyez, en gros, plus on s'inspire de ces principes de fonctionnement de la nature, et plus on va utiliser la permaculture et la méthode permaculturelle de telle manière que ce qu'on met en place soit durable. Et alors, vous verrez, en plus, ce qu'on met en place, inspiré par ces principes, au fur et à mesure des années, nécessite de moins en moins de travail, si c'est bien conçu, et produit de plus en plus. Donc, à la fin, ça commence à devenir un petit peu comme ce que certains disent quand ils parlent de permaculture comme quelque chose d'un peu pour paresseux. Voilà comment je
conçois, comment j'imagine la permaculture et comment j'essaye de la mettre en œuvre et de conseiller des gens pour la mettre en œuvre, comme je l'ai fait ce week-end par exemple. Alors, tel que c'est présenté comme ça, la permaculture ne s'applique pas du tout uniquement au jardin. Ça n'est pas qu'une méthode de jardinage. En fait, ces principes de fonctionnement de la nature, je vais vous en décrire quelques-uns, s'appliquent dans toutes les dimensions de notre vie quotidienne, ou devraient s'appliquer dans toutes les dimensions de notre vie quotidienne. Donc, la production de nourriture, bien sûr, au jardin, dans des vergers, etc., dans des élevages, mais aussi pour l'éducation, pour la santé, pour la manière dont on gère les finances et dont on met à disposition des ressources financières pour des projets, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, etc. Alors, l'image d'après vous présente une illustration de technique qui est parfaitement dans l'esprit de la permaculture. Donc, c'est l'image d'après, qui est des toilettes sèches. Donc, j'ai systématiquement cet exemple-là quand on me dit mais comment ça, la permaculture, c'est pas le jardin. En fait, je dis en fait, quand vous faites des toilettes sèches, d'abord, on peut très bien être habité par les principes de permaculture, les connaître, les mettre en pratique sans jamais jardiner, voire en détestant le jardin, c'est tout à fait possible. Et par exemple, si vous êtes fabricant, installateur de toilettes sèches et que vous aidez les gens à assurer la maintenance, vous les formez pour qu'ils assurent la maintenance de toilettes sèches, il y a plein de principes de permaculture qu'on va voir après, que vous respectez. Ne pas produire de déchets, utiliser des matériaux locaux, consommer le moins possible d'énergie, enfin, vous voyez, faire fonctionner en boucle des systèmes, développer l'autonomie, parce qu'on peut fabriquer ces toilettes sèches, mais je vous encourage, si vous voulez fabriquer vos cuvettes en faïence et votre tuyauterie personnellement de manière autonome, vous aurez plus de mal. Ça coûte moins cher, c'est plus accessible, enfin ça économise l'eau, ça produit de l'engrais. Et l'engrais, comme vous le savez, ces temps-ci, on en parle beaucoup du fait que l'engrais se raréfie et deviendra coûteux. Voilà. En gros, quand vous installez des toilettes sèches, même si vous ne jardinez jamais, vous êtes totalement dans l'esprit de la permaculture. C'est un exemple, parmi beaucoup d'autres. Alors, l'image d'après vous présente les 3 grandes dimensions par ordre d'importance, vous allez voir, de ce qui constitue la permaculture. Alors, souvent, on parle des éthiques, des principes et des techniques comme de 3 piliers. Cette représentation en cercle concentrique, je l'avais vue chez la personne qui m'a formé à la permaculture, qui s'appelle Benjamin Broustet, je l'ai trouvée vraiment très très intéressante, donc je la reprends ici. En gros, vous avez les éthiques, les principes, les techniques. Au cœur, en vert, ce sont les éthiques, que je vais décrire après. Les éthiques, comme son nom l'indique, quand on parle d'éthique, on est dans la sphère du devoir. Il faut appliquer ces éthiques, sinon on peut toujours prétendre qu'on fait de la permaculture, mais si on ne les applique pas, en fait, on n'en fait pas. Je donne un exemple très simple. Si vous jardinez dans un jardin, en respectant tous les principes de permaculture dans votre jardin, mais que c'est à 5 km de chez vous et que vous y alliez 2 fois par jour dans un gros SUV qui roule au diesel, dans votre jardin, vous respectez les éthiques de permaculture, mais quand vous y allez, évidemment, vous ne les respectez pas. C'est pour vous donner une idée. Donc vous êtes dans l'esprit ou de la permaculture sur le plan éthique une partie de votre temps. Ensuite, les principes, ce sont des règles de fonctionnement de la nature. J'en décrirai quelques-uns. Ne produire aucun déchet, un élément remplit plusieurs fonctions, la même fonction est remplie par plusieurs éléments, enfin, ce genre de choses. On n'est pas obligé de les respecter. En fait, la modernité, depuis notamment l'ère du pétrole, elle est presque essentiellement fondée sur le fait de ne pas respecter ces principes-là, ce qui produit plein d'effets pervers, mais c'est pas trop grave parce que l'énergie coûte pas très cher, donc ça nous permet de réparer ces bêtises de manière beaucoup plus performante pendant une toute petite partie de l'histoire de l'humanité. Sauf que si on ne respecte pas ces principes, on finit par le payer un jour. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est qu'on a intérêt, si on veut vraiment que ce soit efficace et durable, productif et que ça arrive vraiment durable, on a tout à fait intérêt à respecter ces principes de permaculture. Et enfin, à l'extérieur, on a les techniques, donc en bleu très ciel, là très, très clair. Donc les techniques, en fait, elles sont totalement liées au contexte. Donc évidemment, si vous êtes installateur de toilettes sèches, la technique de la fabrication des buttes ou de l'association de culture dans un jardin, vous n'en avez strictement rien à faire. C'est une technique qui n'a strictement aucun intérêt pour l'activité que vous faites. Et si vous êtes maraîcher, la gestion d'une toilette sèche et du compostage dans les toilettes sèches, vous n'en avez rien à faire. Ça illustre le fait que les techniques, en fait, dépendent de ce qu'on veut faire, de notre contexte, ce qu'on veut faire, ce qu'on est capable de faire, nos moyens, notre budget, notre état physique, etc. Donc ce graphique est très très important parce que souvent, dans le grand public qui découvre la permaculture est associée aux techniques. Je pense que tout le monde ici a au moins entendu une fois ou lu une fois la perma, c'est les buttes, la perma, c'est le paillage du sol,
Enfin, vous voyez ce genre de choses. En fait, ça ne sont que des techniques qu'on utilise dans certains cas. Et même en jardin, d'ailleurs, le paillage et les buttes, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Le paillage et les buttes ne sont pas toujours pertinents, pas tout le temps pertinents. Ça dépend des sols, des contextes, de la période. Enfin, ça n'est pas des dogmes. Voilà. Donc l'essentiel, c'est ce qui est au cœur, fondement de la permaculture, c'est les éthiques, puis les principes, puis les techniques. Alors, une fois que j'ai expliqué ça, quand je donne des conférences un peu plus détaillées ou des formations d'un week-end ou d'une semaine à la permaculture, j'explique que ce que j'essaye de proposer, ce que j'essaye de transmettre, en fait, c'est pas des techniques, parce que ça, on peut les apprendre très facilement ailleurs. C'est même pas forcément des connaissances, c'est cette méthode de pensée. C'est ce que j'appelle apprendre à penser perma. Donc apprendre à se poser des questions qui ne sont pas forcément celles qu'on se pose si on n'a pas conscience de ce que je viens de vous raconter là et de l'importance de ces principes. Et c'est quelque chose qui vient assez vite, penser perma. Moi, je fréquente ou j'arrive dans un nouveau lieu, dans un nouveau jardin, il m'arrive très très souvent de me poser des questions, de réfléchir à ce qui pourrait être amélioré, optimisé, rendu plus efficace, etc., en fonction de ces principes. Donc ces principes fondamentaux, avant que je les décrive, c'est observer d'abord. On passe beaucoup de temps en permaculture à observer avant d'agir. Ça peut être frustrant, surtout si on est un peu hyperactif, on n'a pas aimé l'école, et que la théorie et les PowerPoint, ça va bien, mais il faut agir tout de suite. L'un des principes essentiels de la permaculture, c'est que tout le temps passé, enfin évidemment, on ne va pas observer 3 ans s'il s'agit juste d'aménager un balcon, on est bien d'accord. Hein. Mais passer suffisamment de temps pour observer, réfléchir, se poser des questions, c'est très souvent pas du tout du temps perdu. Ça évite même du temps perdu à faire des bêtises. Et de l'argent et de l'énergie, etc. S'inspirer du fonctionnement de la nature, c'est le deuxième tiré. Troisième tiré, plutôt que d'être dans une logique de lutte contre la nature, qui est intrinsèquement celle de l'agriculture et du jardin, on y reviendra si vous voulez, apprendre à profiter des forces de vie qui sont dans la nature et les orienter à notre profit. Donc souvent j'appelle ça comme un surfeur en fait. Si vous avez une planche de surf, que vous êtes ici, que vous voulez aller à 200 mètres et qu'il y a des vagues, c'est facile à comprendre que s'il y a des vagues qui nous y emmènent, qu'on prend la bonne vague et qu'on se laisse porter, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace que si on pagaille à la main jusqu'à cet endroit-là. L'optimisation de l'usage de l'énergie, c'est le quatrième tiré, est fondamental aussi, surtout dans un contexte de déplétion énergétique, comme on dit, de descente énergétique, de diminution de la quantité d'énergie, et on est dedans, là vraiment, clairement, les sociétés occidentales sont clairement dedans, et ça n'est pas que conjoncturel, enfin je pense que tout le monde ici, j'espère, est convaincu qu'il pourrait y avoir un cessez-le-feu et un traité de paix demain entre l'Ukraine et la Russie, que ça ne nous empêcherait pas dans 1 an ou 2 ou 3, enfin très rapidement, d'avoir exactement les mêmes problèmes. C'est pas conjoncturel, c'est définitif. Et une fois qu'on a, donc ça veut dire, j'appelais ça le plus grand effet possible, à utiliser au mieux son énergie, c'est produire le plus grand effet possible pour le minimum de dépenses énergétiques. Exemple très simple, pour isoler un logement, ça ne sert pas à grand-chose de dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de matières premières, beaucoup d'argent pour améliorer marginalement l'isolation d'un logement, pour le faire passer de A à A+, par exemple, ou de B à A. La même somme, vous pouvez isoler peut-être 5 ou 6 logements pour les faire passer de F à C, par exemple, avec la même somme et à peu près les mêmes matières premières. Bon, c'est une illustration de cette réflexion sur comment j'agis le moins possible pour produire le plus d'effets possible. En ça, la permaculture, c'est un peu un truc de feignant. Enfin, moi, je dis plutôt de gens qui ne veulent pas dépenser leur énergie pour rien. Pour rien. C'est pas exactement la même chose. Alors, l'image d'après, l'un des premiers, je vais présenter un peu des principes. Il y en a plein, des principes. C'est ceux qui m'intéressent le plus, qui ont le plus changé ma manière de faire. Donc, concevoir des systèmes autonomes, le monde entier est formé de systèmes. Notre corps humain, c'est un système. Un vélo, c'est un système. Un corps humain sur un vélo, c'est 2 systèmes ensemble qui en forment un troisième qui permet à ce corps d'aller beaucoup plus vite. En fait, le monde est formé de systèmes. Et dans la modernité occidentale, ces systèmes ne sont pas du tout autonomes. Une centrale nucléaire, si on s'en occupe plus, elle s'emballe. Un élevage de cochons, si on n'apporte pas de la nourriture et si on ne retire pas les fientes, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les systèmes nécessitent dans le monde occidental énormément de travail. Définition du travail par Bill Mollison, j'aime beaucoup cette idée. Un travail, c'est un besoin qui n'est pas rempli par le système. À chaque fois qu'on travaille,
c'est qu'on veut atteindre un objectif et que cet objectif, il n'est pas naturellement atteint par le système dans lequel on vit. J'ai besoin de travailler pour produire de la nourriture. Pourquoi ? Parce que je vis dans un endroit où il n'y a pas de nourriture qui me tombe tout cuit dans la bouche, qui pousse toute seule. C'est ça, en fait, le travail. C'est l'obligation de travailler pour... Donc, une fois qu'on a compris ça, on va se dire, pour un certain nombre de besoins importants, comment je peux m'y prendre pour créer un système dans lequel je n'ai pas besoin de travailler pour obtenir ce que je veux. Exemple type, je veux ne pas avoir trop froid l'hiver. Comment je peux concevoir une maison pour que je n'ai pas besoin de travailler pour payer de l'énergie ou pas besoin de couper du bois pour alimenter Parce que, en fait, j'ai une maison qui est bioclimatique, qui est super bien isolée, la chaleur rentre, une fois qu'elle rentre, elle sort très peu, donc je n'ai rien à faire, il fait 19 degrés. Et c'est ça l'idée. Vous voyez, c'est pas qu'au jardin. Et alors, il y a quelqu'un qui est un maître en ça, c'est Balou, parce que tout le monde connaît la chanson, il en faut peu pour être heureux. Très peu pour être heureux. Mais alors la suite de la chanson, c'est celle-là que j'aime bien, c'est un peu d'eau fraîche et de verdure que te procure la nature. En fait, Balou ne travaille pas. Il n'a pas de carte de sécu, il ne paye pas de cotisation sociale. En fait, pourquoi ? Parce qu'il vit dans un cadre où il n'a rien à faire. Enfin, vous vous souvenez de l'image, hein, il flotte sur la rivière et puis régime de bananes, il cueille, il mange. Alors je ne veux pas dire qu'on peut tous, que 7 ou 8 milliards d'humains peuvent vivre comme ça. Il ne s'agit évidemment pas de ça, je ne suis pas dans le fantasme. C'est juste une image pour garder en tête ce que j'appelle construire un système qui fonctionne le plus possible de manière autonome et qui nous produit le plus possible de manière spontanée, en fait, quelque chose dont on a besoin. Puis bon, en plus, j'aime bien Balou et j'aime bien ce film. Voilà. Alors, les caractéristiques de ces systèmes, il faut qu'ils soient autonomes le moins possible, enfin le plus possible, pardon, et le moins possible d'intervention, alors qu'encore une fois, nos systèmes industriels sont tous des systèmes pas autonomes, et en plus, il faut essayer de produire des systèmes qui soient fermés. Ça veut dire que c'est des systèmes dans lesquels, classiquement, comme on dit, les déchets qu'on produit, en fait, ils sont réutilisés sur place, ils redeviennent des ressources, alors qu'en fait, la totalité, donc celui de droite, la totalité ou presque de nos systèmes industriels sont des systèmes totalement ouverts. Un élevage de poules, un peu industriel, et même pas forcément les immenses élevages de poules, s'il n'y a pas très régulièrement de la nourriture qui rentre, de l'énergie pour chauffer, des médicaments, etc., et si ça ne produit rien. Et par contre, vous avez énormément de déchets, ça part très loin. Que ce soit les poules, les œufs, les poulets, les déchets, etc., tout ça est exporté très très loin. Donc ça veut dire que ça nécessite des camions, des usines ailleurs qui produisent des déchets, qui transforment des poulets, etc. Bon. À comparer avec une petite ferme dans laquelle il y a 10 poulets qui se courent après et qui mangent les épluchures du jardin d'à côté, de la même ferme. Enfin, c'est très facile à comprendre. Hein. Et en fait, quasi la totalité de nos systèmes sont ouverts. Ouvert égale besoin d'énergie, besoin de travail, fragilité. Renault est un système, les usines Renault sont des systèmes très ouverts. Ils ont besoin de faire venir des semi-conducteurs pour fabriquer des voitures. Et quand il n'y en a plus, l'usine est à l'arrêt pour 15 jours. Ça ne marche plus, ça ne peut plus marcher. Renault ne peut pas fabriquer ces semi-conducteurs dans la même usine. Mais c'est juste une illustration de nos vulnérabilités, en fait. Qu'on a vu aussi pendant la crise du Covid, qu'on a vu. Autre principe de permaculture qui est, quand on l'a compris, amène à changer sa manière d'envisager beaucoup de choses, c'est l'idée que quand on choisit un élément dans un système, dans un jardin ou pas que, c'est intéressant d'essayer de se demander comment cet élément pourrait, en plus de la fonction prioritaire que je lui demande de remplir, comment il pourrait en remplir d'autres. Sans que ce soit un dogme, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, les principes de permaculture ne sont pas des dogmes et ne doivent pas être interprétés comme des dogmes. Surtout qu'en plus, il y en a qui se contredisent. Donc en fonction du concept, du contexte, il y a des principes qu'il est fondamental de respecter, et puis d'autres, dans un autre contexte, on a intérêt à prendre des libertés avec. Si on est maraîcher, professionnel, c'est pas la même chose que si on est jardinier. On n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes soucis financiers, on n'a pas les mêmes investissements. Donc évidemment, il y a des choses avec lesquelles on va prendre plus ou moins de liberté. Mais bon, je ferme la parenthèse. Donc des éléments qui remplissent plusieurs fonctions. L'exemple qui est très souvent cité, c'est celui d'un élément pour briser la vue, vous protéger du voisinage, de la route, etc. Vous pouvez mettre un bête-mur, une bête palissade, qui va empêcher les intrusions, protéger la vue, etc. et quasiment rien de plus.
Et vous pouvez mettre une haie comme celle-là, par exemple, dans laquelle vous allez avoir beaucoup d'autres fonctions supplémentaires. Réserve de biodiversité, production alimentaire, fleurs, miel, pourquoi pas produits saponifères si on veut, si on met le saponaire. Enfin, vous voyez, on peut imaginer plein de choses, être imaginatif pour que ce même élément, en plus de celui pour lequel on le met, remplisse d'autres fonctions. Et puis, inversement, toutes les fonctions qui sont absolument essentielles, c'est crucial, et notamment pour l'eau, c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là, c'est crucial que ces fonctions soient remplies par plusieurs éléments. Comme ça, on a un plan B, un plan C. En cas de rupture ou d'incapacité à faire fonctionner le premier élément, le deuxième peut fonctionner. Notre agriculture industrielle, dont on se flatte là, le président de la République qui a annoncé il y a quelques jours qu'il fallait se remettre à produire le plus possible, c'est bien gentil, mais sans engrais, sans énergie dans les tracteurs, les moissonneuses, batteuses, etc., on peut toujours trépigner et sauter et rouler par terre en disant qu'il faut qu'on produise plus, c'est plus possible. Bon, voilà. Donc sans gaz, en fait, on ne produit plus d'engrais. Sans pétrole, les machines agricoles sont à l'arrêt. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Pareil pour l'eau. Vous avez à la fois pas de pluie pendant longtemps, des restrictions sur l'eau de ville. Vous n'avez pas stocké un minimum d'eau, vous êtes très embêté avec votre jardin. Même si votre jardin est magnifique et bien parti, vous pouvez à perdre des récoltes. Bon. Donc c'est vraiment essentiel de multiplier, notamment pour l'eau. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui jardinent ici. Quand j'ai cherché mon terrain et ma maison pour m'installer, le critère essentiel, c'était l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que je peux facilement la stocker? Donc c'était quelle est la nature du sol? Est-ce qu'il y a un peu de pente pour collecter, distribuer, stocker, répartir l'eau? C'est le critère fondamental, bien plus que les autres. Parce que l'eau, c'est le facteur limitant par excellence. Autre exemple de principe de permaculture qui m'a beaucoup transformé la vie, c'est l'image d'après. En fait, dont on parlait, c'était ça. C'est le principe que j'appelle n'intervenir que si nécessaire. Alors, pour illustrer ce principe, je peux citer une formule, je regarde l'heure, une formule d'un japonais qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui est l'un des inspirateurs qui a écrit La révolution d'un seul brin de paille, qu'un nombre doivent connaître, et qui a une idée, un paragraphe que je trouve très original et inspirant. Il dit, en fait, dans nos sociétés, on est un peu comme un fou qui marcherait sur sa maison, sur les tuiles de sa maison, qui casserait les tuiles de sa maison, puis une fois que c'est cassé et que ça fuit, il remonterait sur le toit pour la réparer, et qui après, en plus, serait tout fier d'avoir réparé ce que lui-même il a cassé. C'est un peu ce qu'on fait quand même dans nos sociétés industrielles. On a des fonctionnements qui génèrent plein d'effets pervers, et ensuite on cherche à rendre encore plus subtil, encore plus complexe le fonctionnement de ces systèmes pour réparer. Bon, évidemment, c'est de plus en plus vulnérable, de plus en plus. Donc l'idée de Fukuoka et de la permaculture, c'est avant d'agir, il ne s'agit pas de dire on n'agit pas. Je précise bien. Avant d'agir, demandons-nous si c'est vraiment utile d'agir. Est-ce que ça va vraiment... D'abord, est-ce qu'il y a un problème? Très souvent, on agit, on pense qu'il y a un problème, mais quand on y réfléchit bien, le problème n'en est pas un. Du tout. Ou alors même le problème éventuellement pourrait même être une solution. Ce qui est en train de pulluler dans un jardin, par exemple, en fait, on peut en faire une utilisation. En forme d'engrais, de nourriture ou de plein d'autres choses. Ou alors ça ne pose absolument pas de problème que ça pullule. Donc, en fait, là, ce schéma, il illustre 4 positionnements par rapport à un problème quelconque. L'exemple ici, en plus on est au début du printemps, les jardiniers piaffent, et au printemps, il y a un truc dont tous les jardiniers parlent, la plupart du temps, surtout s'il pleut un peu, c'est les limaces. Comment tu as des limaces, toi, et comment tu fais pour les limaces? Donc il y a plusieurs solutions. La solution la plus souvent utilisée par des gens qui ne posent pas trop de questions, c'est le produit anti-limaces, qui dézingue les limaces. Bon, effectivement, ça règle le problème de manière très provisoire, avec plein de... Ça en crée d'autres sur le plan sanitaire, mais bon, en tout cas, il n'y a plus de limaces, effectivement, pendant un certain temps. Habituellement, je dis souvent, si vous voulez qu'il y ait... s'il n'y a pas de prédateurs de limaces dans un jardin, de toute façon, les limaces vont revenir. Donc, si vous dézinguez les limaces, de toute façon, les prédateurs ne vont pas rester dans ce jardin. Quand les limaces reviendront, à nouveau, elles pulluleront. Deuxième solution, qui est plus écolo, diront certains, c'est le piégeage. C'est le 3, là. Le piégeage. Je vais ramasser, je vais mettre des pièges avec de la bière, enfin,
peu, je vais les ramasser. Puis après, selon qu'on a plus ou moins de cœur, je vais les envoyer chez le voisin. Surtout si on l'aime pas trop, je vais le couper avec le sécateur, je connais des gens qui font ça, enfin, je vais les noyer, enfin, bon, tout est possible, mais là, ça demande du travail musculaire et des outils. C'est ça. Donc le 3, c'est de l'intervention, le 4, c'est de l'intervention chimique ou de l'énergie fossile, le 3, c'est de l'intervention mécanique. Donc c'est soit des muscles, soit des outils mécaniques. Même problème que le 4. En gros, si vous faites ça, que vous utilisez méthodiquement toutes les limaces de votre jardin, comme de toute façon, votre jardinier d'à côté, il en a aussi. Enfin bon, de toute façon, elles reviendront. Il y a des œufs au fond de la terre. Elles reviendront et vous serez au même point. La solution 2, c'est d'utiliser les ressources biologiques qui sont dans votre jardin ou d'importer des ressources biologiques dans votre jardin. Exemple type pour les limaces. Meilleure technique de lutte contre les limaces, ou pas de lutte, de contrôle des limaces, c'est de faire en sorte qu'il y ait chez vous, dans votre jardin, des animaux qui adorent les limaces et qui adorent les œufs de limaces. Les orvées, les carabes, les crapauds, les hérissons, etc. Donc, solution 2, comment je peux faire, comment je peux réfléchir et travailler un peu, et des fois ne rien faire, on va voir après, pour que ce genre d'animaux, quand ils passent dans mon jardin, ils se disent c'est cool, ici j'ai gîté le couvert. J'ai à manger, bien, je suis protégé, il n'y a pas de prédateurs, je m'installe. Et du coup, la population de limaces, il y en aura toujours, sinon les prédateurs partiront, mais suffisamment pour qu'il n'y ait pas de pullulement. Et la solution 1, en fait, est la meilleure à long terme. La solution 1 permet d'arriver à la solution 2 avec un peu plus de temps. Donc si vous ne faites rien, vous êtes sûr que, rien contre les limaces, je veux dire, il est certain qu'un jour ou l'autre, vous allez voir arriver, enfin si vous n'avez pas des jardiniers autour de vous qui sont des allumés de la gâchette chimique, mais normalement, un jour ou l'autre, vous allez voir arriver des bestioles qui aiment bien les limaces et qui vont petit à petit s'installer. Ça va se faire plus progressivement. Donc c'est la solution de la chaise longue. La chaise longue. Mais évidemment, si vous êtes maraîcher professionnel et que vous vendez des salades, cette solution 1 ne marche pas très bien. Sinon, vos salades ne vont pas valoir grand-chose. Donc si j'arrive avec mes gros sabots de permaculteur amateur là, et que je dis à un maraîcher, il va me dire, t'es bien gentil, mais toi, tu n'as pas besoin de nourrir ta famille. Donc lui, il va utiliser d'autres techniques, bien entendu. C'est pour ça que les principes sont, comme je vous le disais, dépendent du contexte. Alors, j'adore ce petit schéma et cette manière, parce qu'en fait, c'est un principe qu'on peut appliquer dans plein de domaines de la vie, pas du tout seulement au jardin. Face à un problème quelconque, vous pouvez très facilement commencer par vous demander, est-ce que c'est vraiment un problème? Si je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Et la plupart du temps, quand on a un problème et qu'on se dit, si je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Si on est un peu honnête, on se rend compte que, en fait, il ne se passe pas grand-chose de gênant. Des fois, la solution bio... Imaginons un conflit conjugal, vous chamaillez avec votre conjoint ou votre conjointe, pas une chaussette qui traîne, par exemple. Bon, imaginez que on s'explique à chaque chaussette qui traîne, la vie devient très très vite invivable, quoi. On veut régler les problèmes systématiquement, la vie devient très vite invivable. Donc ne rien faire, très souvent, c'est le mieux qu'on ait à faire pour des petites broutilles de la vie quotidienne. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mais le sel n'a pas été placé au bon endroit, enfin, je sais pas quoi, le café n'est pas assez chaud. Enfin, si, à chaque fois qu'il y a un problème, on le mentionne, on le soulève, et puis on cherche un moyen de le régler, enfin, secours, quoi. Donc ne rien faire, souvent, c'est le mieux. La solution biologique, ce serait, on se réconcilie autour d'un bon repas, ou sur l'oreiller, si vous voulez. Mécanique, si on arrive à la paire de baffes, là déjà, vous voyez qu'en termes de durabilité, d'éthique, etc., on est très... Et puis alors, l'arsenic, on est d'accord que là, ça crée d'autres problèmes, judiciaires par exemple, ou éthiques. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une plaisanterie de l'appliquer comme ça, cette grille d'analyse, en fait, c'est une forme de gradation. J'ai un problème, en commençant par ne rien faire, comment je peux... En fait, si ça ne suffit pas, je vais réfléchir à des solutions, mais qui sont à chaque fois les moins intrusives, les moins impactantes. Et puis, en fait, s'arrêter... au moment où en fait on se rend compte que là ça suffit, c'est bon, ça règle le problème, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Les bons designers expérimentés en permaculture disent que quand un système est très bien designé, conçu, et quand il est mature, on n'a quasiment plus besoin de solutions de rang 4. Quasiment plus jamais besoin. Chimiques, produits chimiques, etc. De même qu'en médecine, par exemple, si on a un bon terrain, qu'on mange bien, qu'on dort bien, etc., on a un bon système immunitaire, il faut vraiment qu'on soit face à une maladie vraiment grave pour avoir besoin d'intervention chirurgicale ou de médecine allopathique. Bon, c'est un peu le même principe.
L'échelle d'interventionnisme, c'est... Alors là, on se rapproche, j'ai pris des exemples issus du jardin. L'idée, c'est d'imaginer une échelle qui va de 0 à 10. Alors tous ces schémas-là, vous les trouvez dans le livre, de manière à chaque fois très détaillée et expliquée. En fait, tous les principes, en fait, il y en a une vingtaine, je les ai présentés avec à chaque fois la description du principe, qu'est-ce qu'il veut dire, et une suite de questions à la fin, comment je l'applique dans ma vie, dans tel ou tel domaine, comment je pourrais mieux l'appliquer, comment je pourrais ne pas m'évertuer à l'appliquer de manière complètement excessive. Donc, en gros, c'est une invitation à réfléchir, pour comprendre ce problème, ce principe, pour l'appliquer au mieux. Donc l'idée, c'est d'imaginer une échelle graduée de 0 à 10. Donc vous avez au niveau 0, 0 travail, 0 artificialisation, donc 0 transformation du milieu par les humains. Et de l'autre côté, à 10, on travaille comme un dingue et on transforme énormément l'espace. Et donc c'est beaucoup plus pénible. Le jardinage, c'est très bien que plus on jardine de manière traditionnelle, plus il faut arroser, biner, enfin, souvent moins on en fait, on pense moins c'est productif, mais pas forcément. Vous allez voir. Donc en gros, là, je classe sur cette échelle 3 types de jardins. Alors en fait, il y a plein d'échelons intermédiaires, hein, mais c'est 3 types idéaux, comme on dit. Donc on va dire la zone à 9-10, le jardin que moi j'appelle à la papille. Je vais vous montrer une image après, je vous expliquerai pourquoi c'est le jardinage à la papille, qu'on appelle traditionnel, mais en fait qui est traditionnel depuis pas longtemps. Hein. C'est des jolis jardins, bien rangés, bien nets, bien nettoyés. Hein. Souvent dans les jardins familiaux, dans les jardins ouvriers, en bordure d'associations de jardins ouvriers, c'est souvent ça. À 0, à 1 ou 2, on va avoir la forêt, ou le jardin-forêt. Beaucoup d'arbres, beaucoup de vivaces, etc. Et puis, vers le milieu, un jardin inspiré par la permaculture, auquel je vous montrerai quelques photos, ce que j'essaye de faire chez moi. Alors, en fait, l'idée, c'est d'essayer de situer le plus possible ces pratiques vers le 0. En sachant qu'on ne peut pas y arriver totalement. Mais comment je peux m'y prendre pour me rapprocher le plus possible du 0 ? Parfois, ça nécessite une très forte intervention au début. Par exemple, on part d'une pelouse, on veut transformer un peu pentue. Si vous voulez transformer cette pelouse en jardin, installer un système d'irrigation pour stocker de l'eau, la distribuer, planter des arbres, etc. Évidemment, les premières années, ça demande un travail énorme. Vous êtes du côté 10. Et l'idée, c'est que ce que vous planifiez, petit à petit, se rapprochera du 0. Et à la fin, vous aurez, ce qui est mon cas, par exemple, je n'ai quasiment rien fait pendant l'hiver. Facile, depuis le mois d'octobre jusqu'il y a 15 jours. Alors que je produis beaucoup, hein, vous allez voir. Je n'ai fait que de la récolte. Potager, 0 boulot. Et je me retrouve là au moment où je redémarre le travail. Et en fait, j'en ai beaucoup moins à faire. Si mon sol avait été à nu, enfin, vous voyez, si j'avais passé le motoculteur, biné, etc. Vous verrez pourquoi. Donc cette échelle d'interventionnisme et de pénibilité, je la trouve très puissante. Alors, un système à haut niveau d'intervention, c'est le jardin à la papille. Alors je dis à la papille parce que j'avais un grand-père qui jardinait comme ça. Bien dire qu'il était coiffé en brosse et que son jardin aussi était coiffé en brosse. Parce que son jardin il ressemblait à ça. La rangée de poireaux, la rangée de céleri, la rangée de patates, la rangée de... avec évidemment entre les deux un sol bien à nu, bien propre, bien net, bien désherbé, biné, enfin vous voyez, parce que il était comme ça. Il aimait bien que ce soit propre et net. Bon, mais du coup, il travaillait tout le temps, il avait mal au dos, il était fatigué, il fallait arroser, parce qu'évidemment, un sol à nu, il faut l'arroser plus, enfin, vous connaissez le truc. Mais voilà, il aimait ça. Autre exemple, même chose, mais dans la version industrielle. C'est-à-dire que ça, c'est ni plus ni moins que... Enfin, c'est la même chose, en fait, que le jardinage à la papille, sauf que c'est en très grand pour produire des céréales ou des légumineuses ou autre chose. Hein. C'est totalement foireux sur le plan écologique. Même en bio. Donc, si vous êtes bio et végétarien et que vous mangez des associations légumineuses, céréales, si ça vient de ça, sur certains aspects, vous êtes peut-être plus durable ou plus éthique que sur d'autres, mais de toute façon, vous avez un système pratique alimentaire qui sont intrinsèquement foireuses. J'aime bien dire que l'agriculture et le jardinage, même en bio, c'est intrinsèquement la lutte contre la nature. En permanence, on ramène la nature à un stade de développement inférieur. Je présenterai la notion de succession écologique après. On ne fait que lutter. On empêche de vivre des plantes et des animaux qui ne demandent qu'à vivre parce qu'ils sont parfaitement adaptés à l'écosystème qu'on crée. Si vous vous plaignez d'avoir du liseron dans un jardin désherbé, en fait, vous vous plaignez que le liseron soit liseron.
dans un jardin désherbé, totalement, il y a des couvre-sols. Le liseron, c'est un super couvre-sol, donc il fait son job, quoi. Et si vous êtes en forêt, il n'y a pas de liseron, hein. D'autres plantes qui prennent l'espace. Et inversement, l'agriculture et le jardin, on oblige à vivre des plantes et des animaux qui, en fait, qui ne pourraient pas survivre sans nos interventions. Qui sont fragiles, délicats, souvent malades, il faut les soigner, les arroser, les bichonner, les semer, les rempoter, les repiquer. Enfin, laisser grainer une tomate 3 ans de suite dans un jardin, évidemment, vous n'aurez plus de tomates la 2e année. Bon. Ensuite, vous avez le jardin-forêt qui est un système à faible niveau d'intervention. Alors bien sûr, il a fallu beaucoup de temps pour le concevoir, beaucoup de temps pour planter les arbres, mais une fois que les arbres sont là, une fois que vous avez planté un noyer qui s'est bien développé, bien enraciné, vous avez 50, 100, 150 kilos de noix chaque année qu'il n'y a plus qu'à les ramasser, vous n'avez rien fait. C'est ça qu'on appelle un système à très faible niveau d'intervention et très fort niveau de production. Donc les jardins-forêts sont des systèmes dans lesquels vous avez des associations de petites mosaïques avec des toutes petites zones de maraîchage ou de jardinage très très intensifs sur des toutes petites zones, et le reste des arbres, des zones de jachères, des zones de prairies fleuries, des zones qui sont tondues et fauchées de temps en temps pour avoir du foin, de la paille et du paillage, etc. Et cette association de des zones humides, des petites mares, des arbres tombés, et puis le jardin inspiré par la permaculture, ça peut donner ce genre de choses. Et puis l'image d'après, ça va être c'est l'image de mon jardin, d'un bout de mon jardin l'an dernier. Donc là-dessus, vous avez sur, 50 mètres carrés peut-être, il y a 25 plantes différentes. Et en fait, tous les gens qui sont venus dans mon jardin cet été ont dit « Mais c'est incroyable ton jardin !» C'était ça l'idée. Et en fait, j'ai produit 3 fois trop. Passé mon temps avec très peu de travail en fait. Donc là, vous avez des images avec des mélanges, des carottes, du maïs, potimarron qui pousse, qui grimpe sur les maïs. Enfin, l'histoire des fameuses 3 sœurs, vous savez, maïs, légumineuses, courges, c'est le genre de choses qui marchent très bien. Bon. Voilà. Alors la succession écologique, c'est un peu dans ce dont je vous ai parlé il y a 2-3 minutes là. C'est l'idée que dans un terrain à nu, si vous ne faites rien, en fait, vous allez voir la vie revenir, se diversifier avec des plantes et des animaux de plus en plus grands. En plus gros. Donc la première année, les plantes pionnières. Imaginez qu'on laboure un champ là, dans les environs de Paris et puis on ne fait rien pendant 100, 150, 200 ans. Et puis le climat reste à peu près stable comme il est. Première année, on aura du liseron, du chardon, du rumex, selon le type de sol, de climat, de roche, de pH, etc. Et puis ensuite, les herbacées vont venir. Et puis ensuite, des jeunes arbustes. Donc là encore, selon les cas, ça va être du genêt, du bouleau, du noisetier, etc., des joncs, ce genre de choses. Et puis, il faudra encore un paquet d'années pour que les jeunes arbres viennent, souvent apportés par des animaux, des oiseaux. Donc là, vous aurez les premiers chênes, charmes. Là encore, ça dépend du climat. En France, sous nos latitudes, le stade climatique, comme on dit, c'est-à-dire à peu près stable au bout de plusieurs centaines d'années d'un terrain français, c'est la forêt d'Obélix. Très gros chênes, avec des sous-bois, des clairières de temps en temps quand il y a un arbre qui tombe. Donc beaucoup de diversifié, beaucoup de diversité. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, la forêt, une forêt primaire qui a plusieurs centaines d'années, on est bien d'accord qu'elle n'a pas été plantée, aucun trou n'a été creusé pour planter des arbres, ça n'a pas été greffé, ça n'a pas été taillé, ça n'a pas été arrosé, travail humain zéro, pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, et une forêt comme ça produit à l'hectare en biomasse beaucoup plus qu'un champ de patates ou de blé ou de betterave. Chaque année, le surcroît de masse végétale ou biologique qui est produite sur un espace comme sur un hectare de forêt comme ça est beaucoup plus significatif, beaucoup plus important. Ça, c'est une illustration du principe de Balou. Je vais le dire tout à l'heure. C'est ça que j'y reviens. Donc, par exemple, au jardin, si on applique ce principe de la succession écologique, ça veut dire qu'en fait, le concept de mauvaise herbe en fait, n'a strictement aucun sens sur le plan botanique ou sur le plan maraîcher. Et ça n'a strictement aucun sens. En fait, une mauvaise herbe, c'est juste une herbe qui est parfaitement adaptée à l'écosystème qu'on lui crée. Donc, en fait, elle remplit sa fonction. Si, par exemple, vous avez un sol très pauvre en azote, par définition, vous allez avoir beaucoup plus de légumineuses spontanées, comme du trèfle, par exemple, tout simplement parce que ça fait partie des plantes qui n'ont pas besoin d'azote, puisqu'elles le fixent dans l'air. Et donc, en fait, elles, un sol pauvre en azote, ça ne les dérange pas. Donc, elles vont se multiplier.
Et en fait, en se multipliant, elles vont enrichir le sol en azote. Et du coup, petit à petit, d'autres plantes plus délicates qui ont plus de besoin d'azote vont pouvoir se développer plus facilement, tout simplement parce que le milieu leur deviendra plus pratique. Et donc, elles concurrenceront davantage le trèfle qui, du coup, diminuera petit à petit et deviendra endémique. Voilà. Et c'est la même chose pour le chardon. Quand je suis arrivé, j'ai 8 hectares. Donc, pendant 1 an et demi, il y a eu 0 fauche, 0 animal. Donc, j'avais une forêt de chardon. Et quand ça commence à faire du vent et il neigeait du chardon, littéralement, à tel point que j'ai des voisins qui sont allés à la mairie. Ils ne sont pas venus me voir moi, ils sont allés à la mairie en disant... et d'ailleurs, ils sont allés à la mairie et ils ont dit à mon autre voisin que j'aime beaucoup, il m'a dit « Jean-Claude, il faudra que tu dises à Greg, à mon voisin, là, il faut qu'il fauche, parce que sinon, il lui coller un procès aux fesses. » quoi. Bon. Sauf qu'en fait, le chardon, s'il est là, c'est notamment parce que chardon, c'est bio-indicateur, comme on dit, d'un sol qui est très pauvre, notamment en phosphore. L'année suivante, j'en avais moins. Cette année, j'en ai quasiment pas. Enfin, une fois de temps en temps, quoi. C'est redevenu à un stade tout à fait normal. Et ça, vous avez la même chose pour les orties, vous avez la même chose pour quasiment toutes les plantes pionnières. Hein, j'entends bien les plantes de la première ou de la deuxième année. Si elles sont là, en fait, c'est qu'elles rééquilibrent le sol en termes de pH, de quantité d'azote. Donc, elles jouent leur rôle. C'est pour ça qu'on les appelle des plantes pionnières. Bon, alors quelques mots sur le troisième. Vous vous souvenez des 3 cercles concentriques quand je vous ai parlé des techniques. Donc là, c'est quelques mots sur justement ces aspects techniques. Il y a un chapitre consacré au choix des techniques dans le livre, mais qui ne présente pas les techniques, parce que sinon il faudrait 25 volumes, en fait, qui présente des critères de choix. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne technique en permaculture? Qu'est-ce que c'est qu'une technique? Quels critères on a intérêt à garder en tête pour choisir une technique qui soit à la fois sur le plan éthique, dans les éthiques, qui respecte un certain nombre de principes et qui soit adapté à notre contexte. En fait, ces trois grands critères-là forment ce qu'on appelle en permaculture une technologie appropriée. Donc d'abord, c'est sur le plan écologique, faible impact, métaux, énergie, pollution, émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. Bon. Deuxièmement, il y a l'aspect abordable sur le plan social. Ça coûte pas très cher, c'est facile à installer, c'est facile à réparer. La maintenance est aisée, on peut le démanteler facilement. Enfin, vous voyez, on n'est pas obligé de faire appel à un professionnel qui va nous faire payer 800 balles pour une petite réparation de rien du tout, parce que sinon on est totalement démuni. Ce qui est le cas, par exemple, vous avez une débroussailleuse, si vous n'êtes pas un très bon bricoleur, elle tombe en panne, vous ne savez plus quoi faire. Si vous avez une faux et que vous savez la battre et l'aiguiser, vous pouvez l'utiliser jusqu'à ce que la lame soit complètement disparue, quasiment. Et puis, le contexte. Là encore, pas de dogme. Il y a des technologies qui, sur le plan écologique et social, ne sont pas optimales du tout, mais dans un certain contexte, c'est plutôt mieux de les utiliser. Exemple simple, si vous êtes jeune pépiniériste, que vous avez une activité qui est un peu limite économiquement, de la bâche en plastique tissée, par exemple, qui va rester plusieurs années, qui est très solide, elle coûte nettement moins cher que de la bâche en chanvre, par exemple, pas le truc de coco, fibre de coco ou n'importe quoi, qui coûte plus cher et qui devra être remplacé beaucoup plus vite. Donc, il y a des contextes. J'ai un ami, par exemple, qui est pépiniériste et qui m'a dit, honnêtement, moi, je sais que si j'avais fait mes milliers de mètres linéaires de ma pépinière en laine de chanvre ou je sais pas quoi, plutôt que ça m'aurait demandé beaucoup plus de boulot pour l'installer, pour assurer la maintenance. Il aurait fallu quand même un peu désherber parce que ça passe à travers. Ça m'aurait coûté plus cher. Ça se trouve, j'aurais déjà mis la clé sous la porte. Et si ça se trouve, mes 3-4 hectares de pépinière auraient été rachetés par l'agriculteur d'à côté et se seraient transformés en champ de maïs Monsanto qui fait 3 mètres de haut. Donc, il y a quand même des technologies... comment il s'appelle Sepp Holzer, qui est un des permaculteurs les plus connus, qui est autrichien, qui a transformé les alpages en Autriche en une ferme invraisemblable sur, je crois que c'est 800 mètres de dénivelé, un gros utilisateur d'engins de chantier. Et lui, il dit, c'est pas problématique d'utiliser un engin de chantier si c'est pour mettre en place un système qui, à terme, fera qu'on sera totalement libéré de la contrainte en énergie fossile. Donc si c'est pour faire 2-3 retenues, des chemins, des accès, des terrasses qui vont être cultivées, etc., pourquoi pas? Toujours dans le choix des techniques, j'aime bien présenter ce graphique, ce petit dessin, j'appelle ça le triangle impossible. C'est l'idée que quand vous avez un problème à régler et que vous cherchez une technique, il n'y a aucune solution qui permette de faire à la fois gratuit, vite et bien. La seule solution qui le permette, c'est l'esclave.
on est d'accord, c'est pas trop éthique. C'est pas trop dans l'éthique écologique. Il se trouve que la société occidentale, depuis la révolution industrielle, elle a des esclaves, simplement ce sont des esclaves énergétiques. Donc des machines, des tracteurs, des camions, des excavatrices, etc. Donc en fait, on a des esclaves qui nous permettent de croire qu'on peut faire ad vitam aeternam, durable, gratuit, vite et bien. Mais comme ça va bientôt s'arrêter, cette martingale-là, et heureusement pour le climat et pour la biodiversité, etc., d'ailleurs que ça s'arrête, il va falloir faire des choix. Donc en fait, si vous faites vite et bien, ça coûte cher. Si vous voulez faire gratuit et vite, il faut beaucoup de main-d'œuvre, et en tout cas, gratuit et vite, souvent, c'est pas bien. C'est fait à la va-vite, comme on dit. Et puis, gratuit et bien, vous pouvez pas, ça peut pas être vite. Il faut être énormément de gens, c'est là où je me suis trompé. Gratuit et bien, il faut avoir beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'amis qui viennent gratos, vous faire un chantier participatif pour planter des arbres. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps que si vous payez un tracteur qui va vous faire des trous et qui va planter des piquets ou des arbres. On ne peut pas avoir les trois. Quelques mots sur le design permaculturel. Donc, je vous l'ai décrit un petit peu. Donc, l'idée, c'est s'inspirer des principes que je viens de vous décrire, de ces règles de fonctionnement de la nature, et ensuite créer un système, un jardin, une maison, pour des cols, place de village, enfin, peu importe, qui fonctionne le plus possible de manière durable. Donc, c'est pour ça que j'utilise la notion d'une science de l'aménagement durable. C'est ça le design permaculturel fondamentalement. Alors, le dernier chapitre de ce livre, il y a 25 ou 30 pages à peu près, qui décrit cette méthode-là. Donc, c'est l'image d'après. Et donc, l'image d'après, en gros, c'est un peu le plan de ce dernier chapitre. Moi, j'ai proposé une méthode qui s'appelle la méthode Woolradim. Donc, d'abord, on définit où on veut aller, la vision de long terme, une espèce d'étoile du berger qui nous inspire, qu'on garde en tête. Ça peut être mon balcon, je veux qu'il soit dans 2 semaines comme ça. Ça peut être mon jardin, je veux qu'il soit l'année prochaine comme ça. Ça peut être l'éco-hameau dans lequel je m'implique, je voudrais que dans 10 ou 15 ans, il soit comme ça. Ça, c'est la vision. Puis des objectifs qui soient chiffrés, temporalisés, etc. Donc ça, c'est la première étape de la définition de là où on veut aller. La deuxième étape, c'est l'observation. Il faut connaître son contexte. Quelles sont les caractéristiques du terrain, de l'espace, du voisinage, de moi, de ma famille, à tout point de vue. Physique, financier, politique, pourquoi pas, climat, vent, type de sol, enfin tout ce que vous voulez. Donc observer et puis mettre des plus et des moins. C'est une limite ou c'est une ressource. Ça, c'est très très important d'avoir une vision très claire quand on se lance dans un projet de ses limites et de ses ressources pour éviter de faire des choix qui vont s'avérer contre-productifs ou épuisants. Voilà. Ensuite, dessiner le projet sur le papier. Là, c'est la phase d'analyse et de design. Donc, en fait, on choisit les éléments qui correspondent à ses besoins. Et puis, le design, c'est on essaye sur un plan. On n'est toujours pas sur le terrain. Sur un plan, on essaye de les positionner les uns avec les autres de manière pertinente. Exemple, je sais pas moi, si j'ai la possibilité, une serre adossée à une maison, c'est mieux, côté sud. Et sud, adossé à la maison, ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire du chemin pour y aller quand il pleut et quand c'est boueux, etc. Je sors de la maison, je rentre dans ma serre. Et puis la serre, elle produit de la chaleur. Il y a le mur de la maison derrière. La chaleur va se diffuser au mur. C'est un système de chauffage passif de la maison. Vous voyez, c'est une illustration d'un aménagement, d'installation de 2 éléments de manière, enfin c'est du bon sens, l'un avec l'autre. Et enfin seulement la mise en œuvre. Enfin seulement la mise en œuvre, donc l'installation, la réflexion sur la maintenance dès aujourd'hui. Ce que je crée, quel travail ça va me demander dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. En fonction de ça, on va choisir d'installer certaines choses ou peut-être de renoncer parce qu'on se rend compte que en fait, ça va nous installer dans une espèce de servitude dont on ne veut pas. Ça, la réflexion, c'est vraiment une réflexion qui est très très progressive. Quand je donne des stages de permaculture jardin sur un week-end, le samedi matin, systématiquement, je vois arriver des gens avec les habits de jardin, les bottes, et à la main, la fourche, la bêche, la grelinette, etc. Et le discours, c'est implicitement, le langage corporel dit, bon alors on les monte, ces buts. C'est à peu près ça. En fait, tout le travail du samedi, c'est, que je vous ai décrit là, mais en plus long, en plus détaillé, avec des exemples, et c'est très fréquent que ces mêmes personnes me disent à la fin du samedi, mais en fait, ce que vous me dites, ça me fait penser que chez moi, une butte, ça n'aurait aucun sens.
Si vous faites des buttes sur un sol argileux, par exemple, qui se tasse beaucoup, au lieu d'avoir du sol qui se tasse beaucoup, vous avez du sol qui se tasse beaucoup sur ça d'épaisseur. En gros, vous avez du béton plus épais. Pour jardiner, zéro impact. Sauf que monter des buttes dans un sol argileux, il faut avoir un sol costaud. Si vous faites des buttes sur un sol très sableux, et ce week-end chez des gens par exemple, en fait, le sol il va s'assécher encore plus. Tout simplement, l'eau va ruisseler dedans. Donc, voilà 2 contextes dans lesquels une butte surélevée, même si c'est souvent présenté comme le b.a.-ba de la permaculture, ça n'a strictement aucun intérêt, c'est même contre-productif. Donc là, vous voyez un exemple de conséquences ou de choix que l'on fait une fois qu'on s'est habitué à penser perma. Je regarde comment je peux optimiser l'usage de mon énergie. Je regarde comment je peux tirer les leçons de ce que j'observe, de mon terrain, de moi, de mon contexte, etc. Et en fonction de ça, je prends des décisions qui ne seront pas les mêmes que si j'avais fait simplement en appliquant les conseils d'une vidéo, machin, qui vous dit moi je suis champion permaculture ou je ne sais pas quoi. Et voilà. En plus, en général, dans ces vidéos, méfiez-vous, hein, parce que dans ces vidéos, on vous montre on vous montre pas l'envers du décor. Hein. On vous montre, voilà. Moi, par exemple, je vous ai montré une photo de mon jardin. Je ne vais pas montrer une photo. J'ai moi aussi choisi une photo sympa. C'est pas. Donc méfiez-vous des photos, des conseils pratico-pratiques. Habituez-vous plutôt. Alors ça, c'est un conseil qui est plus responsabilisant en fait, autonomisant. Habituez-vous plutôt à vous poser vous-même les questions et à chercher vous-même vos réponses. Par l'observation, par les retours d'expérience, par la prise de notes de ce que je tente ça donne ça. C'est comme inventer une recette. Hein. Une recette de cuisine, c'est la même chose. Hein. Mais 100 grammes de beurre ou 80 ou 120, qu'est-ce que ça donne? Évidemment, il faut mémoriser, noter, jusqu'à ce que vous observez, ça correspond à mes besoins. Ça marche, j'aime bien, ça me coûte pas trop cher, ça plaît à ma famille, conforme à mon éthique. Quoi. C'est un peu le même principe. Pour finir, l'image d'après, c'est un auteur qui s'appelle Mark Shepard, que je cite dans le livre aussi, dont les grands-parents étaient agriculteurs au Wisconsin, dont le père était agriculteur dans la période Révolution verte, donc il a transformé son exploitation en ça, que j'appelle la mort. En fait, il a semé la mort. Hein. Vous aviez 40 hectares où il n'y avait plus rien, plus une haie, plus rien. Donc c'est juste un champ labouré, semé, labouré, récolté, labouré, semé, récolté. Érosion, destruction de la biodiversité, etc. Et en fait, en l'espace d'une quinzaine d'années, ce champ-là, en plus avec économiquement plusieurs faillites, Mark Shepard dit « Mon grand-père a élevé 5 ou 6 enfants qui ont tous fait les études assez longues qu'on faisait à l'époque. Mon père a eu 3 enfants, il a fait faillite plusieurs fois, il n'arrivait pas à payer les études de ses enfants. Et donc moi, j'ai voulu revenir en arrière et, inspiré par la permaculture, il a créé ça, donc c'est l'image d'après. C'est le même terrain, une quinzaine d'années plus tard, de manière aérienne, avec, vous voyez, ce qu'on appelle des baissières sur courbe de niveau, c'est-à-dire en gros des fossés qui retiennent l'eau et sur lesquels on plante. Vous avez des systèmes de jardins-forêts, d'agroforesterie, énormément de petites retenues, d'un réseau de mares, etc. Des systèmes d'irrigation qui distribuent l'eau sur l'ensemble du terrain. Il embauche sur l'ensemble de cette ferme à peu près une quinzaine de personnes. Donc en termes de main-d'œuvre, c'est incomparable. De la main-d'œuvre qui est relativement qualifiée, parce que souvent, l'agriculture, jusqu'à il y a 200 ans ou 100 ans, c'était une agriculture très intense en travail, très épuisante. Depuis 60-70 ans, c'est une agriculture qui est très intense en énergie fossile. Cette agriculture-là, elle est très intense en travail, mais pas le même travail. Très intense aussi en connaissance, en savoir-faire, en sensibilité. On teste des trucs. Bon, il n'y a pas photo entre l'image d'avant et l'image d'après. Ça me donne envie. C'est un peu ce genre de truc que j'essaye de créer. Vers chez moi, l'image d'avant, quand je vois ça, je vois la mort. Parce que, en fait, quand je fais toute la première partie que je vous ai zappé très très vite, là, vous imaginez bien qu'à la fin de cette première partie, ça plombe un peu, et qu'il y a des gens qui sont un peu déprimés, et ils ont besoin que de constater que la personne qui leur raconte ça n'est pas à 2 doigts de se suicider. Et en général, quand je dis, vous savez, quand on achète ça et qu'une grande partie de son temps, c'est de planter des arbres et de jardiner, c'est que normalement, on a un peu foi. On essaye de faire des choses pour l'avenir. En général, quand on est complètement dépressif, on ne plante pas un arbre qui va donner des fruits dans 15 ans, hein, normalement. Voilà. Et ça, c'est le 2e livre. Donc, en gros, quand je faisais des conférences comme ça,
j'avais tellement souvent dans les questions, des questions de gens qui me disaient « mais ça c'est formidable à l'échelle individuelle, familiale, mais comment on peut changer les choses au niveau de la société ?» Donc en fait, j'ai écrit ce deuxième livre qui n'est pas au niveau politique international, fiscal, réglementaire, etc., mais qui consiste à donner des pistes, des outils, des techniques de montage de projets pour développer la résilience de petits territoires. Un village, voilà, qu'on appelle un pays, comme on dit le pays d'Auge, vous voyez, le pays de Caux, les cantons, quoi. Ça ressemble un peu à ça. Donc l'idée, c'est de fournir un certain nombre d'outils et de techniques qui vont permettre à des groupes locaux de sensibiliser plus efficacement, de lutter contre l'épuisement, l'impression de parler dans le désert, et de monter des projets comme, je sais pas moi, des AMAP, des Repair Cafés, des ressourceries, des magasins de producteurs, etc., etc. Comment les faire vivre, ces projets, de manière à la fois démocratique et efficace, quelles techniques de gouvernance on peut utiliser, comment on peut s'adresser à des élus ou à la population pour la sensibiliser sans que ça la plombe, sans que ça la tétanise. Voilà, c'est un peu cette idée-là. En gros, construire de la résilience, mais de manière plus collective. Bon, on va s'arrêter là. Je vais rejoindre la librairie. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.